un peu déprimant tout ça. Hein. Alors, c'est pas le genre de la maison, la déprime. Du tout même. Du tout. Parce que Martine Libertino vous le dira, c'est on va aux causes et on trouve des solutions. Et c'est important de trouver des solutions. Alors, comment faire autrement pour que les mots bonheur et paix ne soient pas que des mots? Comment éduquer autrement? Comment penser autrement les rapports avec soi, avec les autres, quelle que soit leur couleur de peau? Comment aider les peuples en conflit? Avec quelle médiation? Vous en avez fait, et j'arrête de parler, vous en avez fait votre vie, votre philosophie de vie, Martine Libertino. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas mélanger la paix et le bonheur, parce que vous avez parlé en même temps de paix et de bonheur. Je pense qu'il faut déjà parler de bonheur pour ensuite envisager de parler de paix. Mais vous avez remarqué que j'ai d'abord parlé de bonheur et après de paix. Oui, mais on pouvait mélanger un petit peu. D'accord. On sépare alors. Voilà, autant séparer. Parce que c'est vrai que si on ne parle que de paix, on va dire, mais la paix n'est pas possible parce que depuis que la Terre existe, l'être humain est toujours malheureux, il y a toujours eu des guerres, et il n'y a aucune raison que les guerres ne continuent pas. Alors ce livre, c'est effectivement un témoignage, vous racontez votre histoire, vous dites que vous êtes né par hasard, à Hermance, à Haute-Luce. À Haute-Luce, c'est joli, hein. Luce, en italien, ça veut dire lumière. Ouais. Vous étiez prédestiné. Ah, ben, je n'y avais jamais pensé, effectivement. Alors, né par hasard en Haute-Savoie, des débuts difficiles à Genève, là je cite les chapitres du livre, et ensuite un grand tournant. C'était quoi ce grand tournant? Alors, ce grand tournant... En fait, oui, il y a eu un grand tournant, mais je pense que ce grand tournant, il dépendait aussi de ce qui se vivait précédemment. Donc, un début de vie difficile, une enfance difficile, douloureuse. Oui, mais bon, je crois qu'on n'a pas parlé, d'une qualité très importante, c'est que ce qui m'a sauvée dans ma vie, c'est l'humour et la joie de vivre et la rigolade. Voilà, je trouve que c'est très important. On n'en parle pas, et surtout pas dans les conférences, parce qu'il faut être sérieux dans les conférences. Mais c'est quand même une qualité qui est importante dans ce sens que la possibilité de temps en temps de ne pas trop se prendre au sérieux et de rire de ce qui nous arrive. Moi, je ne dis pas que toute ma vie j'ai ri lorsque j'avais des problèmes, mais c'est vrai que depuis toute petite, depuis ma plus tendre enfance, même dans les situations les plus difficiles, c'est vrai que je finissais par rire. Voilà. Et ça c'est quand même très important. Heureusement, parce que vous dites aussi, et je vous cite, c'est écrit dans le livre, jusqu'en 1970, mon besoin de voir l'homme heureux, donc revient l'idée de bonheur, m'interdisait toute insouciance. Ah, mais ça c'est encore autre chose, mais ça ne m'empêchait pas de rire, hein, dans le sens que le rire me rattrapait tout le temps. Hein. Heureusement. Voilà, mais c'est vrai que depuis toute petite, ma grande préoccupation c'était de voir les êtres humains heureux et les animaux, pas seulement les êtres humains, parce que je pouvais aussi être malheureuse en sachant que, toute petite, en sachant qu'un animal à l'extérieur allait avoir froid, était tout seul dans la tourmente, qui n'avait personne pour le nourrir, pour s'occuper de lui. Effectivement, j'ai toujours été comme cela. Mais en même temps, j'avais ces deux êtres en moi. D'un côté, un désir de voir l'être humain heureux et de vouloir aussi, parce que quand on est jeune, on a beaucoup on est très présomptueux, n'est-ce pas? On est très orgueilleux, on s'imagine qu'on va sauver le monde. Donc j'avais un désir d'aider l'humanité, de sauver l'humanité. Et en même temps, c'est vrai que j'ai toujours eu des périodes dans ma vie. Je ne pourrais pas comptabiliser tous les fous rires que j'ai eu dans ma vie, par exemple. Donc il n'y a pas assez de... Allez, racontez-nous un fou rire mémorable. Oh mon Dieu, on en a pour la soirée là. Non, juste un. Mais je veux dire, je ne peux pas vous raconter un fou rire parce que tout est prétexte en fait à fou rire. C'est que du Japon. Ça y est, c'est parti là. Voilà. Bon, on pourrait vous en raconter quelques-uns de nos fous rires respectifs puisque nous avons voyagé ensemble et nous sommes deux adeptes du fou rire. Et c'est vrai que nous avons fait un voyage au Japon, et indépendamment de tout ce que nous avons vu au niveau de la culture, enfin de tous les bonheurs que nous avons eus, dans la découverte du Japon, nous avons des souvenirs de fou rire, d'ailleurs, qui sont tellement énormes que mon fils a mis ça dans un petit film, à part du film qu'il a fait. Parce qu'elle est choquée les Japonais. Mais on peut même choquer des gens ici, pas seulement. Nous sommes tous des Japonais. Voilà, donc c'est vrai que, même en parlant sérieusement,
le rire est très important dans la vie d'un être humain. Et je pense qu'en Suisse, nous devrions rire un petit peu plus. On est sérieux, voilà, pays de banquiers en Suisse, non? C'est bientôt fini. Heureusement. Non, là, je prends parti. Donc vous parlez de grands tournants, de volonté au fond de sauver l'humanité. Vous sentez investi, ou vous vous sentiez en tout cas au départ investi d'une sorte de mission? Oui, je me sens toujours en fait, mais avec beaucoup plus, je dirais, d'humilité, dans ce sens que je sais très bien que je ne peux pas sauver le monde, dans ce sens que je peux donner des clés. C'est déjà pas mal, hein? Oui, mais ces clés sont dépendantes des gens qui les reçoivent, parce que l'être humain a libre arbitre, il a un pouvoir, et c'est là où mon pouvoir s'arrête. Donc, mais vous avez semé pas mal de graines, hein? Beaucoup, oui, beaucoup. Vous en êtes fière? Oui, j'en suis fière et surtout heureuse. Et quand je vois des gens heureux, grâce au travail qu'ils font avec moi, vous voyez, j'ai pas dit grâce à moi, grâce au travail qu'ils font avec moi, c'est vrai que ça me rend très heureuse, oui. Ça remplit ma vie. Oui. Donc ce grand tournant, engagement pour la paix aussi, pour le bonheur, mais pour la paix, vous voulez les séparer, mais qui dit bonheur dit forcément paix. Ah oui, absolument. Oui. Qui dit bonheur dit absolument paix. Oui. Dans ce sens que, en fait, il faut essayer de comprendre pourquoi nous arrivons à la guerre, du point de vue individuel comme du point de vue global, parce qu'on parle toujours de guerre en pensant à des pays qui s'affrontent, mais on peut être en guerre dans une vie, dans un couple, on peut être en guerre dans son travail, dans sa profession, avec un collègue de travail, avec sa hiérarchie, etc. Donc la guerre, en fait, c'est quoi? La guerre, c'est éprouver une colère, mais encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à la colère, il faut se rendre compte de la raison de cette colère. La guerre, c'est déjà avoir une frustration qui vient d'un manque, parce que nous ne nous écoutons pas, nous ne savons pas de quoi nous avons besoin, et donc en réalité, derrière la colère se cache toujours la souffrance. Donc derrière la guerre se cache toujours la souffrance. Mais on croit entendre, quand on vous écoute, Martine Libertino, que vous êtes philosophe, on croit entendre au fond un discours de psychologue, de psychothérapeute. Quelle est la différence dans votre formation, dans votre regard sur la vie, sur la souffrance? Vous faites aussi une différence importante entre les émotions et les sentiments. Quelle différence? Parce qu'au fond, on ne vient pas chez vous comme on va chez un psychothérapeute. Non, je ne pense pas. Bon, peut-être qu'au départ, on a la même préoccupation. Les mêmes besoins. Voilà, puisqu'on a besoin de régler nos problèmes. Mais en fait, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence, parce que si on est censé être philosophe, ça veut dire qu'on est censé réfléchir au bien-être du monde, à la vie, au pourquoi des difficultés. Je crois qu'on a tous plus ou moins le même langage, et je pourrais même étendre aux religions, à la spiritualité dans le monde, aux philosophies donc, qui ne sont pas en Occident. Mais la différence fondamentale, c'est que je pars du principe que nous vivons dans un monde concret. Et comme nous vivons dans un monde concret... Et non pas de concepts abstraits. Ah ben non, parce que dans ce cas-là, j'arrête, je fais autre chose. Hein. Parce que les Occidentaux, on est très forts pour les concepts abstraits. Mais parler des problèmes et ne pas avoir de clé, pour moi, c'est une provocation. À partir du moment où on parle d'un problème, il faut avoir la possibilité de dire aux gens, vous avez tel problème, voilà comment le résoudre. Donc la philosophie, c'est bien, et d'ailleurs... c'est une passion, la philosophie pour moi, mais en même temps, comme nous vivons dans un monde concret au quotidien, avec les difficultés de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que nous travaillons, nous mangeons, nous avons des relations avec les autres, cela veut dire que cette philosophie, nous devons la mettre en pratique au quotidien, à chaque seconde dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans notre métier, dans notre travail, et aussi dans notre regard sur la société, dans notre regard sur le monde. De l'individuel au collectif. Tout à fait, et déjà se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que je veux de mon couple, qu'est-ce que je veux en faire, comment je me situe par rapport à ma famille, comment je me situe par rapport à ma communauté, et qu'est-ce que j'attends de mon pays, qu'est-ce que j'attends des gouvernements, et si les gouvernements ne font rien, que puis-je faire moi pour changer les choses. Je ne vais pas attendre que le gouvernement fasse pour moi, c'est moi qui change les choses. Alors qu'est-ce que je fais en changeant ? C'est importante. Hein. Ah, bien sûr. Alors qu'est-ce que je fais ? Déjà je regarde comment je mange, je regarde ce que j'ai sur mon dos, je regarde comment je vis, parce qu'aujourd'hui, j'avais parlé de la mondialisation tout à l'heure, aujourd'hui, nous pouvons avoir l'impression que nous avons, par rapport à cette mondialisation, que nous n'avons aucun pouvoir et que c'est désespérant, alors qu'au contraire, je pense que nous avons un pouvoir énorme
ne serait-ce qu'en allant acheter quelque chose dans un magasin en tant que consommateur. Voilà. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je pense à un exemple tout à fait concret. C'est la Coop qui avait retiré les bananes Chiquita de ses rayons parce qu'elle voyait bien que les consommateurs n'achetaient plus que des Max Havelaar. Ils ont fait une très grande publicité là autour parce qu'effectivement les consommateurs, en n'achetant pas les Chiquita, les ont injectés des rayons. Et en catimini, 2 ans après, ou même pas, tac, on a remis les bananes Chiquita parce que finalement, mais sans en faire une grande publicité, donc il faut être vigilant. Ouais, justement, vous mettez de l'eau à mon moulin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que du moment que nous voulons changer le monde, ça veut dire que nous devons, nous, à chaque seconde de notre vie, savoir nous regarder fonctionner, nous remettre en question, savoir justement être vigilant. Et comme je disais tout à l'heure, cela se fait au quotidien. Alors, éveil philosophique, formation de médiateur. Vous avez travaillé en Suisse, on reste encore un instant sur votre histoire, travaillé en Suisse, Martine Libertino, mais vous travaillez aussi en Haïti, au Congo, à Kinshasa. Jean-Marie Bilkataria a travaillé en Tunisie aussi, après avoir été formé par vous. Et il y a une chose qui ressort dans le livre, un constat que vous faites, tout simple, mais qu'on oublie souvent, c'est que l'âme humaine a partout les mêmes besoins. Tout à fait, oui. Elle a les mêmes besoins, les mêmes bonheurs, je reviens au bonheur, les mêmes souffrances, les mêmes besoins et les mêmes bonheurs. Alors, qu'est-ce qui différencie l'homme, en fait? Est-ce que c'est sa culture? Est-ce que c'est sa couleur de peau? Aujourd'hui, je ne peux pas dire je prétends que non, je peux dire j'ai la preuve que non. Donc je peux aller encore un petit peu plus loin, dans ce sens que je prétendais il y a 35 ans en arrière. Aujourd'hui, j'ai la preuve. Vous aviez déjà raison à ce moment-là. Ben oui, enfin, je ne prétends pas avoir raison, mais en tout cas, c'était la réalité. Non, les pistes que vous dessiniez à ce moment-là, c'était tout à fait ça. Elles étaient justes. Voilà. Et on me disait, oui, mais tu sais, bien sûr, tu peux dire ça, mais tu vis dans des pays où la vie est facile, etc. Mais ailleurs, c'est différent. Donc ailleurs, on m'a appelé, j'ai été ailleurs, et je vois qu'effectivement, ailleurs, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui différencie, en fait, l'être humain? Ce n'est ni sa couleur de peau, ni sa culture, ni son éducation, parce qu'en Afrique, on parle de culture, et ici, on parle d'éducation, mais en fait, c'est la même chose. Ce qui nous différencie, ce sont 2 choses. C'est d'abord notre personnalité. Au niveau individuel. Voilà, bien sûr. Puisque je suis un être complexe, l'être humain, c'est une belle machine, ça fonctionne encore, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bon, remarquez qu'on a eu quelques difficultés à faire fonctionner, donc si c'est encore plus complexe... C'est encore plus compliqué, j'ai pas dit plus compliqué, j'ai dit plus Donnez-nous complexe. des clés, vite. Voilà, donc l'être humain est un être complexe parce qu'il a différentes formes à l'intérieur de lui, de personnalités, et ces personnalités doivent se marier ensemble pour qu'ils puissent être heureux. Et en même temps, il a une intelligence, un libre arbitre qui lui permet d'interpréter justement ce qui se passe au fond de lui, et comment doit-il réagir par rapport à sa personnalité pour être juste, etc. Bon, changer de regard sur lui-même, sur le monde. Il faut qu'il ait un regard clair, en nuances, sans culpabilité. Donc sortir de l'émotionnel. Et oui, déjà le voir, parce que avant d'en sortir, il faut déjà le voir. Voilà. Donc de la colère, souvent la colère, la rage, le désespoir. Oui, bon, disons que ça, ce sont des programmations émotionnelles qui sont très faciles à voir, mais derrière tout ça, il y a encore d'autres programmations émotionnelles qui sont bien plus subtiles, parce que lorsque je suis en colère, ce n'est qu'une conséquence d'une programmation émotionnelle. Ce n'est pas une programmation émotionnelle en soi. Je peux être en colère parce que je ne me sens pas compris. Je peux être en colère parce que je ne me sens pas aimée. Je peux être en colère parce que je me sens isolée. Vous voyez, chaque fois, en fait, les causes sont différentes. On remonte à la cause. Voilà, et le travail, c'est justement de pouvoir détecter la cause et de pouvoir travailler avec des techniques de travail. C'est ce qui fait la différence, puisque vous me demandiez tout à l'heure quelle était la différence. C'est ce qui fait la différence entre pratiquer la philosophie et permettre aux gens, grâce à des techniques de travail, grâce à un regard sur eux-mêmes, de développer cette philosophie par la boîte à outils. Voilà, exactement, par une bonne connaissance de soi, qui nous permet ensuite d'avoir une bonne connaissance des autres, qui nous permet aussi d'être plus détachés, d'être plus vigilants quant à nos besoins et aux besoins des autres, et évidemment ce qui va nous permettre d'être plus en accord avec nous-mêmes, donc heureux. Alors, encore une question. Donc le bonheur. Voilà. Youpi. Avant de passer la parole à Fabienne et Jean-Marie Bilkataria, encore une question. Vous parlez dans le livre, alors vous enseignez tout ça, vos formations
si vous suivez des formations de Martine Libertino, vous allez apprendre à être heureux, parce que ça s'apprend, en fait. Oui, bien sûr, c'est une des grandes leçons de votre vie, c'est que ça s'apprend. Parce qu'en fait, tout le monde trouve normal d'avoir un métier. Tout le monde. Il n'existe pas une seule personne sur la Terre. Bon, peut-être une personne qui vit de ses rentes depuis la naissance, c'est possible, mais autrement, la plupart des êtres humains travaillent et trouvent normal d'apprendre un métier, de faire des études, etc. Par contre, on n'a pas encore compris que le métier d'homme s'apprenait également. Et on devrait apprendre d'abord le métier d'homme avant d'apprendre le reste. Le métier d'homme et le métier de femme. Ah non, mais homme avec un grand H, c'est-à-dire d'être humain. Donc, je parlais d'être C'était humain. ma milliseconde de militante. De militante qui n'est pas si militante que ça. Vous parlez dans le livre de 5 valeurs fondamentales. Alors, je parle de ces 5 valeurs fondamentales parce qu'en fait, je les considère comme la synthèse en fait de ma philosophie, parce que c'est très complexe ce que j'enseigne par rapport justement à la connaissance de l'être humain, à la connaissance de soi, toutes les qualités que nous devons développer. Et un jour, je me suis demandé comment j'allais pouvoir, justement en partant en Afrique, je fonctionne d'une manière différente, dans ce sens que je forme des formateurs qui vont travailler avec la population. Et on ne peut pas demander à une population de 50, 60, 100 personnes, dans un quartier par exemple, de faire un travail sur soi en apprenant, par exemple, des personnalités. Vous voyez. Et donc, je me suis posé la question, comment faire pour permettre de donner cette philosophie, cet enseignement à un plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à ces 5 valeurs fondamentales, qui sont l'amour, d'abord, évidemment, la liberté, ensuite la rigueur, ensuite, la rigueur. Oui, très très important. Et ensuite la beauté, qui est aussi pour moi une valeur fondamentale, et ensuite l'idéal. Et ces 5 valeurs fondamentales chapeautées par la détermination, parce que sans détermination, nous ne pouvons rien faire. Ça s'appelle tout un programme. Oui. Et ça prend toute une vie. Non. Ça peut aller plus vite. Bon, ça prend toute une vie si on aime cette belle aventure. En ce qui concerne, pour moi, ça sera toute ma vie. Voilà. Mais au début, en fait, si vous voulez faire ce travail, bon, peut-être mes élèves pourront me contredire, mais pour faire ce travail au début, quand on commence, on a un enthousiasme extraordinaire parce qu'on voit que ça marche tout de suite. Voilà. Pourquoi ? Parce que ces grosses difficultés, on les voit depuis des années, et puis on commence à mettre en pratique, et voilà, et puis on s'aperçoit que les gens sont différents avec nous, que les choses se passent bien. Bon. Et puis ensuite, on arrive à une vitesse de croisière, et là, on a l'impression que ça va moins bien, qu'on travaille moins bien. Il y a des paliers très longs. Voilà, il y a des paliers, simplement parce que l'être humain est toujours impatient. Et c'est comme quand il va au magasin, quand il veut 1 kilo de pommes de terre, il va le prendre, il paye à la caisse, il s'en va. Là, c'est pas la même chose, parce que pour pouvoir payer son kilo de pommes de terre, il faut passer des stades. Et c'est là que vous leur dites détermination. Détermination, rigueur. Et je leur dis rigueur aussi, et je leur dis patience, et aimez-vous tel que vous êtes. Voilà, ça aussi, c'est tout un programme. Alors, Fabienne Lagier, ça marche. Ah oui, ça marche. Vous l'avez expérimenté. Même si les paliers sont là, on a déjà réussi à acheter notre kilo de pommes de terre. Et même plus, visiblement. Et même plus. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, au départ, parce que vous avez fait beaucoup de choses avec Martine Libertino, vous n'avez pas seulement été son élève, mais ensuite son assistante, donc vous connaissez le métier d'homme par cœur, homme avec H majuscule. Qu'est-ce qui vous a motivé pour aller vers cette expérience philosophique et cette expérience de vie ? En fait, au départ, je pense qu'il y a une préoccupation que vous avez mentionnée tout à l'heure, qui était d'articuler l'individuel et le collectif. Moi, j'avais des questions qui étaient des questions personnelles, l'histoire de cœur, déboire amoureux, comment me séparer correctement, comment comprendre ma peine, voilà, exactement. Je me suis dit, au lieu de pleurer sur mon sort, peut-être que je pourrais trouver de l'aide, mais je voulais absolument pas faire un travail classique en psychologie, parce que en même temps, j'avais des questions qui étaient des questions existentielles.
Je voulais Plus savoir philosophique. beaucoup plus philosophique. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi le monde est tel qu'il est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Etc. J'étais aussi convaincue qu'il n'y avait pas ce qu'on touche et ce qu'on voit qui existe, mais qu'il y avait aussi une autre dimension. Mais je ne trouvais absolument pas de réponse dans les religions, pas de réponse dans la psychologie pure. Donc j'avais vraiment besoin, envie, j'aspirais à avoir des réponses qui articulent. Et ça a toujours, d'ailleurs j'ai fait la sociologie pour ça, mais toujours avec ce questionnement, quel est le lien entre l'individuel et la société? On n'est pas tout seul au monde. Voilà. Où est-ce qu'il faut travailler? Sur soi, sur un engagement politique, et en fait, la formation alors je suis très contente d'avoir rencontré Martine. J'ai même compris d'ailleurs comment ça marchait, parce que j'ai simplement eu la détermination de faire quelque chose pour moi et d'être plus heureuse. Donc j'ai rencontré Martine, c'était tout à fait logique. Et en faisant en fait tout ce chemin, j'ai vraiment eu les réponses à tous ces niveaux. C'est ça qui est extraordinaire en fait. C'est la grande différence, parce que c'est la grande différence. Un thérapeute. Ouais. Voilà. En tout cas, on commence à travailler sur soi. Déjà, c'est vrai que c'est une grande aventure, parce que se comprendre, se connaître, se regarder fonctionner, s'aimer, pas perdre de courage, avoir de l'humour aussi face à ses difficultés, continuer son chemin. Déjà, tout ça, c'est une très grande route. Mais c'est vrai qu'après, il y a tout le reste. Hein. C'est quand même une philosophie, en tout cas, à titre personnel, hein, ce que ça m'a apporté, c'est quand même un nouveau regard sur le monde, mais à tous les niveaux. Quel regard est-ce qu'on porte sur la médecine, sur notre façon de s'alimenter, sur la religion, sur l'histoire des systèmes politiques, sur l'art, En fait, j'ai vu que j'avais pas du tout besoin... On revient à l'idée de clé. Hein. Voilà, j'avais pas besoin du tout de renier, entre guillemets, la culture, tout ce que j'avais appris, étudié à l'université, etc., etc., mais que la philosophie de Martine me donnait des clés d'interprétation qui étaient finalement assez simples. C'est-à-dire, est-ce que une société qui construit telle institution, qui développe telle loi, qui développe tel système politique, etc., est-ce qu'elle construit son bonheur? Est-ce qu'elle construit des institutions, des règles, une façon d'être ensemble qui va rendre les gens heureux ou non? En fait, la question, elle n'est pas très compliquée. Non, c'est la réponse qui est la même chose, mais même pas. Bon, si, bien sûr, c'est les solutions qui sont, enfin, elles ne sont pas complexes, les solutions sont là, elles existent, elles ne sont même pas si compliquées d'ailleurs, mais c'est la mise en œuvre. Est-ce qu'on va le faire? Voilà, c'est tous les obstacles après dans cette mise en œuvre qui sont... Les guerres d'intérêt. Voilà, mais là aussi... Bon, je m'excuse de te couper, mais quand tu parles des obstacles, je dirais que le plus grand obstacle chez l'être humain, c'est le manque de courage. Voilà. Oui. Et disons les mots tels qu'ils sont, hein. Je veux dire sans aucune connotation de jugement, mais c'est vrai que c'est la lâcheté, c'est ça le gros problème. Voilà. Mais ce que je veux dire par pas complexe, c'est qu'on passe sa vie à se poser des questions inutiles et à théoriser sur des choses. Voilà, le manque de courage et la lâcheté. Est-ce qu'on entend ça souvent dans les questions? Excusez-moi, vous êtes journaliste, j'adore la radio, j'écoute beaucoup la radio. Je m'en sors assez bien. J'écoute entre autres Forum tous les soirs et plein d'autres émissions comme ça. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à poser des questions, alors que la vraie question, elle est là. On n'a pas agi à cause de la lâcheté. Il n'y a pas besoin de poser 50 000 autres questions. Elle est là. Voilà, c'est la lâcheté, c'est les problèmes émotionnels des uns et des autres qui ont mis en difficulté, qui n'ont pas permis de prendre telle décision, etc. Plutôt que tout expliquer par les circonvolutions de l'histoire et des acteurs, etc., finalement, on est ramené aux mêmes choses essentielles. C'est ça que je veux dire. Et d'avoir cette grille de lecture, ça aide. Évoquer les circonvolutions de l'histoire, c'est après ce qu'on en fait. Oui, mais là, justement, je dirais que tout ce que tu es en train de nous dire, dans ma philosophie, j'appelle ça la justification. Ouais, parce que donner des explications, c'est se justifier. Mais elles sont nécessaires aussi. Ça dépend dans quel état d'esprit nous les donnons, ces explications. Si je donne des explications en étant capable de remettre en question ce que je suis ou ce qu'est ma culture ou ce qu'est mon pays, etc., tout en sachant que se remettre en question n'est pas se culpabiliser d'être et ce n'est pas jeter l'eau du bain, c'est garder les bonnes choses de l'eau du bain. Voilà. Donc, garde le bébé, quoi. Voilà, exactement. C'est lui qui est vivant, hein, c'est pas la baignoire qui est vivante. C'était pas forcément le bébé qui était dans le bain.
Oui, mais c'est l'expression. On peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut jeter l'eau du bain avec le bébé. On peut le mettre dans le Jean-Marie Bilkataria, vous êtes pédagogue, je rappelle spécialiste en éducation et développement. Vous avez travaillé en Afrique. Ça a marché aussi pour vous? Oui. Je pose la même question qu'à Fabienne Lagier. Disons, je ne vais pas... Vous avez été heureux de suivre l'enseignement de Martine Dubertine? J'étais heureux avant de rencontrer Martine. Je suis encore plus heureux depuis que j'ai rencontré Martine. Merci Martine. Mais je pense que, en ce qui me concerne, mon expérience, elle est à différents niveaux. Je suis parti d'une démarche individuelle en tant que personne, et après ça, on est allé à une démarche beaucoup plus élargie, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui peut s'appliquer au continent africain. Alors, la démarche individuelle, et pour prouver que ça marche, c'est que Fabienne et moi, on a travaillé de nombreuses années ensemble. Et on était pendulaires tous les deux. Donc, tous les soirs dans le train, c'était des débats philosophiques, soit sur le travail, soit sur la vie, la spiritualité, les amours, et ainsi de suite. Et moi, à un moment donné, j'ai échangé avec elle, et elle faisait la formation de Martine, et elle me donnait un feedback. Et puis je lui ai dit un jour, j'ai dit, tu sais Fabienne, j'ai envie de me faire psychanalyser parce que j'ai envie de comprendre mes colères. Et je lui ai dit, mais d'habitude, quand il y a quelque chose à la maison que les gens considèrent comme très très grave, c'est en ces moments-là que je suis le plus calme possible en disant, c'est pas un problème. Mais il suffit qu'un jour je vois une petite tache par terre à la cuisine, quelqu'un a sali le sol sans nettoyer, ça explose. Et ça me faisait... Vous n'êtes pas seul ça me faisait souffrir, de cette espèce-là. Mais ça me faisait souffrir moi-même, mais ça me faisait souffrir d'autant plus que j'infligeais à ma famille, qui est ici présente, une souffrance qu'elle ne méritait pas. Et je ne comprenais pas pourquoi je pouvais être très calme pour des choses très gravissimes, et puis exploser pour des choses futiles. Et donc j'ai dit à Fabienne, j'ai envie de me faire psychanalyser pour savoir ce qui ne va pas à mon niveau. Et c'est là où elle m'a dit, non, tu n'as pas besoin de ça, va voir Martine. Alors effectivement... Vous avez économisé de l'argent, en fait. Je confirme. Je suis allé voir Martine. Il n'y a pas de psychanalyste dans la salle. Voilà, on a fait, je pense, 2 ou 3 consultations. Et après, Martine m'a conseillé de faire la formation. Et j'ai fait la formation. Bon, tout d'abord, une autre raison qui m'a poussé à faire la formation, c'est que quand Fabienne a fait la formation, j'ai vu une transformation chez elle sur le lieu de travail. Fabienne et moi, on était habitués à être très, très durs, etc. Tout d'un coup, je voyais Fabienne, même en présence du directeur général de la DDC, dire les choses très fermement, mais dans un calme incroyable. Comme Martine nous l'a toujours enseigné, châtier sans haine. Et là, je me suis dit, mais tiens, ça marche. Donc, ça m'a encouragé encore plus à faire cette formation. Et après la formation, moi-même, j'ai remarqué que ma relation au sein de la famille, au sein du couple, avait beaucoup changé. Vous gardiez les petites tâches avec zénitude. Et puis, sur le lieu de travail, et surtout ma relation aussi dans la société. J'ai dit tout à l'heure que j'étais pendulaire. Pendant 15 ans, j'ai fait Gland, Berne, tous les jours, matin, soir. Non, hein. Et le regard que je portais sur les gens désormais, dans le train, avait beaucoup changé. J'avais développé beaucoup de compassion. Un exemple concret. Parfois, dans le train, j'étais assis là, et puis peut-être à 5 mètres devant moi, je voyais un regard noir, sans jeu de mots, sur moi. Et puis, mais parfois, vous savez, là c'est aussi le côté émotionnel. Tout d'un coup, je disais, mais ce type, il est raciste, il n'aime pas les Noirs. Pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça, avec ce regard noir, etc. En fait, mais ça, c'était mon côté. Vous projetiez vos colères. Je projetais, disons, ma peur, mon interprétation. Mais après la formation, ça m'a permis de relativiser et puis de me dire, mais ce type, peut-être qu'il ne te regarde même pas, il ne sait même pas quel type d'habit tu portes, quelle est la couleur de ta peau, etc.
Donc Il tout était ça, juste fâché avec sa femme le même matin. tu ne sais pas ce qu'il vit à la maison, une maladie ou bien une frustration. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à changer mon regard dans la société. Par exemple en Tunis, où les gens conduisent mal, quand je suis dans la voiture, je suis derrière quelqu'un, parfois j'étais pressé d'aller au bureau, etc. Tout d'un coup, une petite lumière sur mon comportement qui me disait, non, lui il conduit bien. Toi, tu as peur d'être en retard, tu n'avais qu'à te lever plus tôt, ou bien, donc tout de suite, ça changeait mon Mais attitude. c'est pas un peu fatigant de ramener tout à soi, toujours, Martine Libertino? Pourquoi ce serait fatigant? Alors, est-ce que... C'est une provocation Alors justement, journaliste. bien sûr, bien sûr. Je me retire. Non, allons-y. Alors, Non, ça peut il y être a... un peu piégeant. Non, mais qu'est-ce que vous entendez justement par tout ramener à soi? Bon, il y a effectivement cette expression qui veut dire je suis tellement prétentieux ou orgueilleux, ou je suis tellement enferré dans mes problèmes que je tourne autour de mon nombril, c'est une autre expression. Voilà. Mais justement, là, dans le cas particulier, ce n'est pas tout ramener à soi. C'est être capable de se regarder, de voir toutes ses difficultés, de voir toutes ses erreurs, de voir ce que notre société appelle ses défauts, que j'appelle nos difficultés, sans en souffrir et en étant heureux de les découvrir pour nous permettre justement de les transformer pour être plus heureux. Donc c'est pas tout ramener à soi, au contraire, parce qu'il faut une grande humilité pour pouvoir se regarder. Alors, on est tous soulagés. Mais peut-être j'aimerais, disons, continuer là-dessus parce qu'il y a quand même l'Afrique qui nous préoccupe là-dedans. Oui, je voulais juste encore poser une question, Martine Libertino, avant de revenir sur l'Afrique. Oui, vous d'accord. anticipez. Il y a un mot qui revient, mais je ne sais plus si je voulais poser, parce que je suis en train de perdre le fil. La conscience, mais quand c'est majuscule. Alors la conscience est un des termes en fait de ma philosophie. On pourrait lui donner un autre nom, peu importe. Tout dépend de la philosophie qu'on pratique et des mots qu'on utilise, puisque c'est une de mes exigences quand même, j'en ai quelques-unes, dans ma philosophie, d'utiliser des mots très précis qui s'apparentent à certaines choses pour justement que mes élèves comprennent bien ce que je leur dis, pour qu'on arrive à bien se comprendre, et surtout pour éviter l'interprétation d'une personne qu'on est en train d'aider. Alors là, le terme conscience, en fait, dans ce que j'apprends à mes élèves, s'apparente à une part de nous, la seule part de nous qui ne nous fait pas souffrir, qui nous permet de voir juste, qui nous permet de développer nos qualités, de développer nos sentiments. Vous voyez, je fais la différence entre les sentiments et les émotions. Je fais la différence entre les qualités et les difficultés. Et en fait, l'être humain est en face de sa conscience et face aussi à son subconscient, qui lui, évidemment, a une autre vision des choses, puisque c'est notre subconscient qui nous fait souffrir, et notre conscience qui nous permet justement de nous ouvrir. Je ne veux pas dire d'acquérir des connaissances, parce que ces connaissances, nous les avons en nous. Donc de nous ouvrir aux connaissances qui sont là, mais que justement par peur, par opportunisme, par fatigue, par lâcheté, etc., nous ne regardons jamais, alors que nous avons en fait toutes les réponses au fond de nous. Donc notre conscience a toutes les réponses. Donc vous voyez, il ne faut pas trop se fatiguer finalement. Il suffit de regarder. C'est pas mal. On revient à la petite lumière de Jean-Marie Bilkataria, derrière un Tunisien qui conduit mal et vous qui étiez en retard. On en vient à l'Afrique. Oui, bon. Martine Libertino parlait de 5 valeurs au fond universelles, fondamentales mais aussi universelles. Au fond, les besoins de l'âme humaine ici ou ailleurs sont les mêmes. Parlez-nous un peu de votre expérience en Afrique. Bon, tout d'abord, avec Martine, avant d'aller en Tunisie, on avait discuté très souvent, on avait rêvé ensemble parce que, compte tenu de la formation que j'avais reçue, je me suis dit, mais ça c'est une formation qui serait très utile en Afrique parce que le fait d'avoir une grille de compréhension de son fonctionnement et puis aussi le fait de se situer par rapport à soi-même et de ne pas croire que l'enfer c'est l'autre, mais de travailler sur soi pour être en mesure de mieux communiquer, de mieux vivre avec l'autre. On s'est dit, moi j'ai dit, mais ça serait bien que tu puisses faire quelque chose un jour en Afrique. Et puis je suis parti en Tunisie. Mais ce rêve, c'était un idéal de paix, parce qu'on sait, le continent africain est déchiré à divers endroits quand même par des guerres ethniques, enfin, on parle du Mali, de la Centrafrique, et de souffrance, évidemment. Voilà, c'est l'idéal de paix qui vous motivait? Mais oui, d'accord, surtout parce que
Vous savez, aujourd'hui, quand je commentais le livre de Martine, je me disais, aujourd'hui, on parle de l'Afrique comme le continent de l'avenir. Oui. Il y a encore 5 ans, De plus en plus. c'était le continent sans espoir, etc. Mais aujourd'hui, tout le monde dit c'est le continent de l'avenir. Mais on ne voit que l'Afrique sous l'angle du progrès économique. La croissance Mais économique. de la croissance économique. Mais on oublie de dire que, bon, bien entendu, il y a des guerres partout, mais on oublie de dire que sur les 54 pays africains, 25 sont sortis de conflit ou sont encore en conflit. Et d'autres qui vivent une situation normale peuvent basculer du jour au lendemain dans un conflit. Et tout ça parce que on a toujours l'impression que l'enfer, c'est les autres. Donc, quand nous parlons en Afrique, disons, de groupes ethniques, quand on parle de religion, etc., encore une fois, c'est ce que Martine nous a montré, c'est les peurs que nous projetons, les peurs qui sont au fond de nous-mêmes. Et entretenues. Et nous voyons les autres comme ceux qui nous empêchent d'être heureux. Parce qu'on ne partage pas le pouvoir, parce qu'on ne partage pas le gâteau, ainsi de suite. Mais comment vous avez travaillé en Afrique? Parce que Martine Libertino, vous faites aussi une formation de médiateur pour la paix. Concrètement? Alors concrètement, ce que nous avons fait, tout d'abord, à Tunis, nous-mêmes, au sein de notre équipe, le secrétariat, nous avons fait une formation. Parce qu'on s'est dit, d'abord j'ai commencé avec mes collègues, les 4 que je connaissais, et puis qui avaient peur, une peur bleue, ils n'osaient pas me dire non parce que j'étais le chef. Alors finalement, quand ils l'ont fait, ils étaient tellement contents. Les autres qui sont venus, les assistantes, on a dit, on ne peut pas fonctionner différemment dans la même équipe. Donc on a proposé qu'elles aussi le fassent. Elles l'ont fait. Finalement, l'impact, c'était que notre manière d'être au sein de l'institution de la Banque africaine de développement, où il y avait quand même 1600 personnes, ça s'est vu tout de suite. Les gens commentaient en disant, mais vous avez une équipe formidable, quand on voit vos relations avec votre chef, etc., à tel point que certains voulaient venir travailler chez nous parce qu'ils ne trouvaient pas cette ambiance dans leur unité. Donc c'est l'exemple, Martine. Et voilà, Oui. voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre équipe, il y avait plusieurs cultures, Voilà. puisque toutes les assistantes étaient tunisiennes, donc d'une culture différente, alors que donc le secrétariat avait des Occidentaux, des Africains, etc. Et on voit justement que la culture n'a rien à faire avec cela. D'ailleurs, je me souviens très bien qu'une des premières fois où je suis venue à Tunis et que nous avons travaillé avec les assistantes, au départ, la première action, c'était « Ah non, non, ça je ne peux pas faire, c'est ma culture. » C'était ça au départ. Et, Vous appelez ça une justification? Oui, une justification aussi basée sur l'incompréhension, sur le non-savoir aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont quand même mis en pratique ce que je leur ai proposé. Par exemple, dans le rapport avec leur père, puisque c'était des jeunes femmes, c'était très important. Elles avaient elles mélangeaient le respect et la peur, en fait, du père. Et elles ont mis en pratique ce que je leur ai proposé et se sont aperçues qu'en fait, la culture est restée, mais le bonheur tapait à leur porte. Mais si on prend l'exemple de la Centrafrique maintenant, avec un conflit religieux, comment vous pouvez intervenir? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous intervenez? Comment vous faites? Mais nous, notre credo à nous, c'est l'éducation pour la paix. Et quand on parle de l'éducation, l'éducation, c'est dans les faits de tous les jours aussi. L'éducation, c'est pas seulement à l'école, c'est dans la société, c'est à différents niveaux. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait, en 2004, l'organisation pour laquelle j'avais travaillé avait déjà organisé une conférence ministérielle sur l'éducation dans les pays en conflit. Et nous, en 2009, on organisait une suite de cette conférence et ce que nous avons au sein de notre équipe, des collègues ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'invite pas Martine? Je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas donner l'impression qu'ils disent, ah oui, toi parce que tu es Suisse, tu fais venir des Suisses. Ce sont d'autres collègues qui ont proposé. Et Martine est venue, elle le dit dans le livre, elle a fait une présentation de sa philosophie aux ministres qui étaient présents. Et beaucoup de ministres étaient convaincus par la démarche. Et c'est là où il y a eu c'est là où il y a eu la demande, disons, de collègues de RDC pour la formation de 25 médiateurs.
je ne veux pas monopoliser la parole, mais l'année passée, non, il y a 2 ans, en 2012, nous avons organisé une grande rencontre au Burkina Faso, où il y avait eu 4 chefs d'État, 55 ministres et plus de 1200 participants. Et toute notre équipe, nous avions dit que nous voulions mettre au centre de nos préoccupations éthique, valeurs, morale et spiritualité. Des gens nous ont découragés, on dit non, spiritualité, non. Nous avons dit, nous, c'est notre préoccupation en Afrique, nous voulons le faire. Et Martine a été une des animatrices de cette session, mais nous avons fait, on a distribué des questionnaires, on a invité aussi un prêtre sénégalais qui se définissait comme un prêtre, un imam chrétien ou un prêtre musulman. Donc ça a été vraiment un dialogue sur la notion d'éthique, de morale et de spiritualité. Les gens ont trouvé que c'était la session la plus intéressante de toute la semaine et les gens ont estimé qu'on devrait y consacrer une nouvelle triennale. Donc c'est pour vous dire l'importance du thème de l'éducation pour la paix en Afrique. Éveil de la conscience. Voilà. Vous parlez de dialogue. J'ai oublié de vous dire au début de cette rencontre qu'il y a un micro qui peut circuler. J'imagine que des questions ont germé au fil des réponses que vous ont données les 3 intervenants. Donc c'est toujours le premier qui a le plus de difficultés à poser des questions. Moi, je peux continuer à en poser, ils peuvent continuer à vous parler, mais il y a aussi des témoignages aussi dans le... Je crois qu'il y a des élèves de Martine dans la salle, d'autres qui connaissent sa philosophie. Donc questions, témoignages, remarques, vous êtes les bienvenus. Qui se lance? Allez. Donc, pas de questions, Pas de questions. Rien à dire. Tout est limpide, tout est... Bon, alors continuons. Bon, je vous tourne le dos. Je vous aime plus. Enfin, sachez qu'il y a cette possibilité-là. Là, je savais que ça allait susciter quelques vocations. Je suis tunisienne. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas et s'il y a un travail de suivi en ce moment. Disons, en Tunisie, nous n'avons pas eu une démarche orientée vers, disons, la société tunisienne. Donc, à un moment donné, on avait pensé que dans le processus, justement, de la révolution tunisienne, que c'était une démarche qui pouvait être très, très utile. Mais dans la mesure où nous ne pouvions pas prendre une initiative comme ça sans qu'il y ait une demande ou bien sans que ça ne fasse partie de notre programme. Donc nous n'avons rien fait. Mais par contre, ce que je pouvais dire, et ça confirme ce que Martine a dit tout à l'heure, nos collègues, nous avions quand même dans l'équipe 4 Tunisiennes qui ont fait la formation, mais d'autres collègues tunisiennes. Je vous donne un exemple. Quand une jeune assistante tunisienne est capable de venir dans mon bureau et me dire « Patron, hier, lors de notre discussion, vous avez fait une remarque, je me suis senti humilié, vous avez été injuste avec moi. Vous qui êtes tunisienne, comment est-ce que vous interprétez ça ?» D'habitude, c'est pas dans les gens vont dire « Ah, mon chef, je n'ose rien dire. » Mais c'était possible dans notre équipe suite à cette formation. Oui, j'interprète ça qu'elle a une immense confiance qui a pu se créer entre vous. En effet, c'est une culture où on n'ose pas dire les choses si ouvertement, en particulier face à la hiérarchie. Bon, quand vous dites qu'il y a une immense confiance, il y a autre chose. Parce que même si on a confiance en notre patron, si on ne se fait pas confiance et si on ne s'aime pas, on n'aura pas la possibilité, on ne se donnera pas la possibilité d'aller lui parler. Donc c'est pas seulement une question de confiance, c'est aussi une capacité de savoir que même si cette personne est au-dessus de moi, en tant qu'être humain, elle est mon égale et je peux aussi exprimer ce dont j'ai besoin. Mais ça va encore plus loin. Est-ce que c'est suffisant de s'aimer pour avoir le courage d'affronter
un patron et dire clairement je me suis sentie humiliée? Est-ce que c'est suffisant? Alors, encore faut-il savoir ce que veut dire s'aimer, parce que si je dis je m'aime, voilà, je m'aime comme ça, tout le monde peut dire. D'ailleurs, c'est très intéressant de poser cette question aux gens, parce qu'en général, à la première question, les gens répondent toujours oui, je m'aime. Voilà. Et ensuite, après avoir réfléchi et après avoir compris quel était le fondement de la question, on s'aperçoit que justement, on ne s'aime pas tant que cela. Donc, s'aimer, c'est tout un travail. Hein, parce qu'avant de s'aimer, il faut déjà savoir qui nous sommes. S'aimer, ça veut dire s'accepter tel que nous sommes, en voyant les choses les plus belles en nous, mais les choses les plus laides. Vous voyez ? Voilà. Alors, à partir du moment où on est arrivé à cette capacité de prendre conscience de soi, de faire confiance en ce que nous sommes, de savoir que nous avons une place dans la société, peu importe laquelle, mais notre place est au milieu des autres dans la société. À partir de ce moment-là, oui, tout nous est permis. Enfin, quand je dis tout nous est permis, évidemment, en respectant les autres, mais on n'a plus cette difficulté justement à aller vers l'autre en se disant la personne est au-dessus de moi, parce qu'on lui donne la possibilité de nous comprendre et de nous écouter, parce qu'on sait qu'on a de la valeur. C'est tout ce qui change. Et étonnamment, c'est quand on dit les choses le plus clairement qu'on prend le moins de risques. Tout à fait, oui, bien sûr, puisque ça nous permet aussi de ne pas laisser à l'autre une interprétation émotionnelle, et simplement aussi de faire confiance en sa capacité d'avoir du cœur et dans sa capacité d'essayer en tout cas de comprendre. Et puis s'il ne comprend pas, c'est ce qui fait la différence, c'est que si la personne ne comprend pas ou si elle ne veut pas accepter, nous avons gagné parce que nous sommes bien avec nous-mêmes, c'est l'essentiel. D'autres vocations? Questions, remarques? Merci de me donner la parole. Je suis togolais comme Jean-Marie Kataria, que je connais depuis très très nombreuses années. Et je confirme effectivement la transformation. Depuis, je pense qu'il a suivi la formation de Martine. Et comme avec lui, on a aussi fait un autre parcours commun dans un cadre plus spirituel. Je pense à quelqu'un qui a eu un message similaire il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus, qui a aussi apporté un message de paix, de bonheur sur terre. Et je ne suis pas sûr qu'au bout de 2000 ans, il ait réussi. Alors, juste il est toujours là, disons. Bon, on en parle toujours. On en parle toujours, mais je ne suis pas sûr que la paix soit vraiment aussi parfaite sur la terre que ce qu'il aurait voulu au départ. Donc c'est une question un peu provocatrice. Alors, est-ce qu'il aurait voulu? Je renvoie la question. Bon, enfin, c'est ce qu'on nous a dit au catéchisme. Ah oui, évidemment, si c'est au catéchisme. Donc, non, bon, disons ce qui me plaît dans la démarche, c'est que ça part d'un travail personnel vers les autres, et ça peut aller, je dirais, par contamination, c'est une déformation personnelle, professionnelle, pour s'étendre. Mais est-ce qu'il est possible d'envisager un délai, un temps où peut-être ce message pourrait être vraiment reçu par le maximum de personnes, et comment est-ce qu'on peut procéder? Comment est-ce que vous voyez la chose? Une sorte de masse critique. Alors, un délai, ce sont des questions que je ne me pose jamais. Pourquoi ? Parce que donner un délai, ça veut dire que je demande à l'humanité une date butoir pour apprendre à être heureuse. Est-ce que tout ça est possible et est-ce que c'est utile en fait, hein ? Parce que mon but, ce n'est pas d'exiger que l'humanité soit heureuse. Mon but, c'est que je sois en accord avec ce que ma conscience me dicte. C'est simplement ça mon but. Si ma conscience me dit tu as une mission, tu as une philosophie à proposer, il est important pour moi de le faire parce que j'en ai besoin. Maintenant, quant à imposer à l'humanité ou me dire que l'humanité doit avoir fait son travail d'ici 2016, il y a très longtemps que je serais découragée. Hein. C'est pas le genre de la maison. non, c'est pas le genre de la maison parce que c'est ce que j'enseigne surtout à mes élèves en Afrique et en Haïti, c'est que si on veut vraiment aider ces pays, il faut qu'on soit déterminé, il faut qu'on soit patient, mais en fait, il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais se décourager.
Mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la paix de nouveau et qu'est-ce qu'on attend de cette paix? Parce que si on regarde cette situation comme un gros Père Noël, c'est clair que ça ne marchera pas, c'est pas possible. Et là, je comprends qu'on puisse être découragé. Mais je ne sais pas ce que je verrai de la paix dans ma vie. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que nous permettions déjà aux adultes d'aujourd'hui, au gouvernement d'aujourd'hui, aux populations d'aujourd'hui et aux nouvelles générations de comprendre qu'il y a une solution. Maintenant, si la solution ne veut pas être prise, d'une certaine manière, ça ne me concerne pas. Moi, je donne une solution. Bien sûr que je suis heureuse chaque fois qu'une personne prend une solution, chaque fois qu'une population prend une solution, parce que je vois les gens heureux, ils donnent leur témoignage et ça me nourrit aussi, je suis heureuse. Mais à part ça, nous devons avoir l'humilité de comprendre que la paix ne nous appartient pas. La paix, c'est un souhait que nous avons avec des capacités de donner des clés qui appartient à ceux à qui nous donnons les clés. Mais elle se construit la paix. Mais elle se construit. Et moi, je suis persuadée qu'avec ces clés, nous pouvons construire la paix. J'en suis persuadée. Bien sûr que les esprits chagrins qui n'ont pas envie de travailler peuvent se dire c'est de l'utopie parce que la paix n'a jamais été sur la Terre. Mais si elle n'a jamais été sur la Terre, pourquoi ne pas essayer à la faire venir? Voilà, c'est tout. Parce que si on parle comme ça, on n'apprend même plus un métier. Hein, on reste étudiant toute sa vie et puis on ne travaille pas, on ne se met pas son compte, on ne prend aucun risque. Si on ne prend pas de risque dans la vie, on s'ennuie. Hein. Alors pourquoi se poser toutes ces questions et pourquoi ne pas avancer à la place et voir ce qui se passe? Est-ce que j'aimerais vite réagir à la remarque de Raphaël? C'est clair que quand on voit toutes ces guerres aujourd'hui, revenons encore à l'Afrique, on se dit, mais on est découragé en Centrafrique, chrétiens, musulmans, etc. Mais moi, je pense qu'on peut y arriver, et on peut y arriver assez rapidement aussi. Mais prenons le cas de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, quand Nelson Mandela est sorti de prison, et puis quand la majorité noire est arrivée au pouvoir, un peu partout dans le monde, les gens ont eu peur, ça va être un bain de sang, ça ne va pas marcher, ainsi de suite. Mais il a suffi que quelques personnes dans cette société sud-africaine qui y croyaient et qui étaient profondément motivés pour faire quelque chose, c'est la réconciliation. À travers cette commission vérité et réconciliation qui correspondait à un travail similaire où les gens sont allés au fond d'eux-mêmes, ont eu la possibilité d'exprimer leur souffrance à leurs bourreaux, où les bourreaux ont pu se parler aussi aux victimes, où les gens se sont pardonnés et ont pardonné. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, disons, n'a pas éclaté. Il y a toujours des tensions, etc. Mais aujourd'hui, nous parlons de... On dit que le monde est devenu un petit village. Aujourd'hui, vous avez la radio qui va dans tous les coins possibles et imaginables. Vous allez voir un berger, disons, au fin fond du désert, il a un transistor, il écoute la radio. Mais qu'est-ce que nous faisons? La radio, c'est seulement, dans certains pays, pour mettre de la musique à tue-tête, pour abrutir les gens, faire danser les gens, etc. Mais nous pouvons utiliser la radio aussi pour contribuer à changer l'état d'esprit des gens, pour éduquer, etc. Et les églises sont pleines aujourd'hui, les mosquées sont pleines dans nos pays. Pourquoi? Parce que les gens attendent quelque chose. Les gens sont désemparés, ils sont en quête de quelque chose. Je ne dis pas qu'ils le trouvent nécessairement dans ces églises ou dans ces mosquées, mais on peut utiliser aussi ces lieux pour transmettre des messages, pour aider les gens à développer aussi un autre état d'esprit. Donc moi je ne pense pas qu'il faille attendre 1000 ans pour atteindre la paix dans le monde. Il suffit qu'on soit déterminé et qu'on se donne les moyens qu'il faut pour y contribuer au moins. Alors, la paix plutôt que la haine. Alors ce qui est intéressant en fait dans ce que dit Jean-Marie, c'est que ça me fait penser à ce qui se passe en Haïti et en Afrique, et en particulier en Afrique, c'est que à plusieurs reprises, des pasteurs ont demandé de prêcher avec mes 5 valeurs fondamentales. Vous voyez, donc tous les miracles peuvent exister. Et en Haïti, nous avons actuellement un prêtre qui est dans notre formation,
qui touche 80 000 personnes, sa paroisse, parce que là, on parle en milliers de personnes. Et il veut mettre en place justement les 5 valeurs fondamentales parmi la population, parmi les jeunes, sur toute la vie dans laquelle il vit. Message d'espoir. Donc, on ne peut pas dire quand même que les choses n'avancent pas. On peut être impatient, mais... J'aimerais juste revenir quand vous lui retournez la question. Est-ce que le Christ, est-ce qu'il aurait voulu? Mais oui, bien sûr. Vous retournez la question parce que c'est une sorte de technique en disant mais réfléchissez à ce pourquoi vous avez dit ça et pourquoi vous le posez comme ça, ou c'est parce que vous en doutez? Ah, mais bien sûr que j'en doute. Parce que donner un message ne veut pas dire souffrir parce que le message n'aboutit pas, c'est autre chose. Voilà. Donc si le Christ était ce qu'on veut bien dire, il ne pouvait pas souffrir de ce qui ne se faisait pas ou de ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Autrement, ce n'est plus le Christ. C'est l'épisode de la croix qui vous... Pardon ? C'est l'épisode de la croix qui vous chiffonne un peu. Ah non, moi, il n'y a rien qui me chiffonne. Non, absolument pas. Je dis simplement que lorsqu'on prône l'amour et lorsqu'on prône, disons, ce que la chrétienté... Je ne parle pas de ce que l'Église nous enseigne, je ne parle pas du dogme. Hein. Je parle du message d'amour, du message de tout ce que... D'ailleurs, on peut dire aussi certaines choses. Quand on dit « tape à la porte et elle s'ouvrira », ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire « débrouille-toi de te dépêcher de faire ton travail et puis de ne pas attendre que ce soit moi qui le fasse. Hein. » Voilà. Donc on peut toujours utiliser les phrases comme on veut. Bon, donc au fond, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut toujours personnaliser. Ça, c'est le problème des églises, le problème des religions. C'est que, en fait, on essaye toujours de culpabiliser l'être humain à travers nos propres émotions, alors que tous les grands maîtres qui sont venus sur Terre n'ont rien exigé. Je veux dire, Bouddha n'a pas exigé non plus. Il a donné un enseignement, puis faites-en ce que vous en voulez. Et le principe d'être un sage, c'est de ne plus souffrir. Donc, je ne pense pas que le Christ ou Jésus, aujourd'hui, souffrirait de ce que nous ne faisons pas. Voilà, il viendrait, il nous dirait la même chose, il repartirait. On attend toujours, d'ailleurs. D'autres questions, remarques? Le petit direct se s'appelle Germain. Paris. Bonsoir. Je suis un des élèves de Martine. Ce n'est pas une question que j'ai, c'est surtout une réflexion. Tout en étant bien loin de la perfection dans cet enseignement, je me rends compte qu'il est quand même limité. Mais pas limité par ça, parce qu'il contient, mais limité par la langue et donc la limitation des peuples auxquels il s'adresse. La majorité de l'enseignement que vous faites est en français. Non, pas dans les pays où je vais. S'il est en quelle langue? Il est en lingala, donc en Afrique, enfin au Congo, et il est en créole en Haïti. Donc pour les intellectuels qui parlent français, bien sûr que non, pour les gens que je forme, mais lorsque nous allons auprès de la population, tout l'enseignement est donné dans la langue du pays. Je pensais surtout à la limite, pour atteindre le maximum de gens, peut-être que ce ne sera pas la perfection, mais de traduire une simplification comme celle à laquelle tu as pensé, les principes, dans différentes langues pour que ça puisse quand même commencer à pénétrer dans d'autres peuples qui ne parlent pas, les anglophones, l'espagnol. Je sais qu'il y a des textes en espagnol, mais l'espagnol, même la langue turque, aujourd'hui c'est 450 millions qui parlent cette langue turque, et pas nécessairement ni l'anglais ni le français. Donc je pense qu'il faudrait aussi penser à une dissémination, l'osmose, à travers l'osmose dans d'autres langues aussi. Oui, tout en sachant que je suis une petite chose dans l'univers et que toute seule je ne peux rien faire. Donc le but c'est effectivement que mes élèves disséminent et c'est ce que nous faisons d'ailleurs lors de mes missions. Mais il pose aussi une question qui peut paraître importante, c'est est-ce qu'on dissémine et on contamine via l'écrit ou via des personnes qui ont suivi votre formation, qui ont vu la transformation et qui au fond délivrent, je reviens un peu au message évangélique, mais qui délivrent entre guillemets, parce que c'est sans ironie, la bonne parole. Non, ça va plus loin que ça, parce que en fait,
que je sois en Haïti comme au Congo, ou si j'allais dans un autre pays, ça serait la même chose. En fait, je travaille avec des ONG locales. Donc avec des gens qui déjà ont envie d'aider les autres et qui ont un professionnalisme, qui ont un savoir-faire. La première chose évidemment en arrivant, c'est de former ces gens pour être assez solides, puisque je ne vais pas dans ces pays-là pour que les gens fassent un développement personnel, je vais dans ces pays pour aider leur pays, c'est différent. Ce qui veut dire que je suis encore beaucoup plus exigeante que je suis ici avec mes élèves, parce que il y a les gouvernements, il y a les ministères, voilà, bien sûr, et il faut être solide. On a d'un côté en fait la population qui souffre, et d'un autre côté les ministères. On est toujours entre ces deux choses. Bon. Ce qui veut dire qu'il faut être ferme avec les ministères et leur permettre de suivre notre travail tout en sachant qu'ils ne vont pas forcément donner de l'argent pour nous aider. Et en même temps, il faut être attentif aux besoins de la population. Ce qui veut dire que nous travaillons dans les milieux les plus difficiles, les plus défavorisés, que ce soit femmes violées, que ce soit enfants des rues, et selon les pays. Par exemple, au Congo, ce sont les enfants des rues. En Haïti, il y a des enfants des rues, mais il y a aussi des orphelinats qui ne sont pas au Congo. Donc je dois m'adapter chaque fois aux problématiques du pays. Bon. Alors donc je travaille avec ces personnes-là, je les forme, et ensuite, une fois que la formation de base a été donnée, la formation initiale, je leur propose de mettre en place des programmes. C'est-à-dire que chacun de mes élèves va choisir, déjà par rapport au domaine dans lequel il travaille, le programme qu'il veut mettre en place, parce que j'estime que les gens doivent avoir du plaisir, doivent avoir une passion. Donc je ne vais pas dire, toi tu vas pas t'occuper des femmes violées si la personne s'occupe des enfants, voyez. Bon, mais déjà, les deux premiers, si je puis dire, travaux les plus importants, c'est de mettre en place une éducation pour les enfants, pour les adolescents, et une éducation à la paix pour les adultes. C'est toujours la vision que je vais avoir quand je vais dans un pays. Cela dit, ici, ça sera la même chose, hein, mais bon. On parle donc de l'Afrique et de ces pays-là. Bien sûr, mais elle doit être la même, l'exigence. Bon, donc les premiers programmes, prenons par exemple Haïti, puisque je reviens d'Haïti, les premiers programmes que nous sommes en train de mettre en place, ce sont dans des collèges. C'est-à-dire que nous travaillons déjà avec les moniteurs de la petite enfance, parce qu'il faut déjà former les moniteurs de la petite enfance à ne pas déformer les enfants, parce qu'il y a beaucoup de sévices corporels, etc. C'est normal d'éduquer les enfants comme ça. Donc il y a déjà un état d'esprit que nous devons donner aux moniteurs de la petite enfance. Et je crée des programmes donc, spécifiques chaque fois aux problématiques, aux lieux. Et là, j'ai créé un programme justement pour former les moniteurs de la petite enfance, pour former les enseignants du primaire, du secondaire. Et actuellement, nous sommes en train de mettre en place un programme justement de ce type-là dans un collège de 1600 enfants avec 70 enseignants. Alors, justement, le travail que je fais, c'est que je forme mon groupe, mais une fois que ce groupe est formé, la personne dans le groupe qui a envie de mettre un programme en place va choisir donc le quartier, va choisir le lieu, va choisir l'école. Et ensuite, il y a un jour dans la semaine où nous allons tous sur le terrain. Et je vais sur le terrain avec tous mes élèves, c'est-à-dire que tout le monde participe. Et là, nous sommes allés justement dans le collège, ce qui veut dire qu'avant que mes élèves commencent à travailler avec le collège, je rencontre les enseignants, je rencontre la direction, je vais rencontrer les élèves, et tout le monde me connaît, tout le monde connaît ma philosophie. Je parle avec la population et les gens peuvent me poser des questions, on leur explique comment on va travailler. Ce qui veut dire que si on ne voit pas d'intérêt de la population, on ne commencera pas. Donc en fait, c'est une espèce de famille qui se met en place et tout le monde est partie prenante, que ce soit les enfants, les adolescents, les adultes, etc. Alors on met des programmes en place dans les écoles privées. Le but, ça serait de mettre en place dans les écoles publiques et au sein des quartiers, parce qu'il faut toucher aussi la population, il faut toucher les adultes. Et au sein des quartiers, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on se déplace, on va rencontrer les gens. À Kinshasa, par exemple, on a mis en place un programme, c'est un pasteur qui a mis en place un programme dans son quartier. Et j'ai voulu que ce programme soit pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de scission entre les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, parce qu'il faut casser justement tous ces tabous des conventions, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, etc. Et on travaille actuellement avec une soixantaine, un peu plus de gens dans le quartier. Il y a des femmes âgées, il y a des femmes jeunes, il y a des hommes, il y a des adolescents, il y a des jeunes. Et on se rencontre sur le terrain, la population vient, on s'assoit, tout ça se fait en lingala, justement dans la langue du pays.
Le pasteur fait sa classe devant moi, donc je regarde travailler mes élèves, si je les teste. Si ça ne va pas, je leur explique comment il faut faire, Vous etc. avez un traducteur parce que... Oui, c'est toujours un élève de la formation qui traduit, voilà. Et qui est en plus Ou alors, testé dans par une les autre autres. vie, vous avez appris toutes les langues. Non, pas du tout, non. Par exemple, à Haïti, j'avais 3 personnes qui traduisaient, et c'est très bien parce qu'ils peuvent aussi se corriger si jamais un n'a pas été très clair. Voilà. Et ensuite, la population pose des questions par rapport à ma philosophie. Ils me posent aussi des questions sur comment nous vivons en Occident, ce qui se passe. Donc il y a vraiment un véritable échange et tous les gens avec qui on travaille me connaissent. Voilà. Est-ce que tu le vois devenir un cours un jour? Est-ce que un cours dans un cursus d'une école, vraiment devenir un cours où on apprend cette philosophie? L'éducation à la paix. c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train. À des niveaux nationaux, dans le cours, dans un Dans les programmes. Mais au départ, en fait, c'est pour ça que je suis partie à Kinshasa, parce que la personne qui m'a demandé, donc lors de cette rencontre, était avec le ministre de l'Éducation, et la demande est venue directement du ministre, hein, et c'est lui qui est venu me chercher. Et lorsque nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, il m'a demandé de mettre mon enseignement dans les manuels scolaires. Bon. Maintenant, encore faut-il que celui qui est derrière le ministre accepte, etc. Voilà. Donc, en fait, mais de nouveau, ce que je dis à mes élèves, hein, parce que c'est vrai que quand j'arrive dans les pays, la plupart du temps, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui se sacrifient pour la population, et quand j'arrive, les gens sont découragés. Et souvent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il faut faire une révolution parce que ça ne sert à rien, parce que le gouvernement est corrompu, etc. Bon, et je leur dis toujours, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous fassions quelque chose et que nous soyons assez déterminés pour ne pas laisser le gouvernement tranquille. C'est-à-dire que même si, par exemple, si on prend le cas du Congo, même si le ministre de l'Éducation nous sollicite mais ne fait rien de son côté, mais chaque fois que je vais à Kinshasa, on se rencontre, on a un entretien, etc. Et je leur dis, comme ça on va leur faire honte, s'ils ne font rien, nous on fait. Voilà. Et on va commencer à travailler auprès de la population, on n'a pas à les attendre parce qu'en fait on n'a pas besoin d'eux. Pourquoi? Parce qu'un ministre est sur un siège éjectable tandis que vous êtes là tout le temps. Alors travaillons. Voilà. S'ils font, tant mieux. S'ils ne font pas, tant pis. Mais ne les attendons plus. Il ne faut plus les attendre. Peut-être si je peux... Vous citez l'espagnol, Oui. vous citez d'autres langues. Vous êtes au Congo, en Tunisie, en Haïti. Comment vous avez choisi les pays où vous... Non, c'est le pays qui m'a choisi. Moi, je n'ai pas choisi. C'est ça, c'est sur demande. Donc au fond, un pays d'Amérique latine qui vous solliciterait parce que, je peux imaginer le Salvador, qui n'est pas toujours très tranquille, au fond, c'est entre guillemets sur demande que vous intervenez. Oui, bien sûr, je vais là où les gens ont envie de travailler, là où les gens sont motivés. Bien sûr, oui. Tu voulais peut-être... Non, ce point-là, il me paraît vraiment très important, et peut-être là, en termes de témoignage, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en travaillant avec Martine, puisque j'ai fait plusieurs missions à Kinshasa, et par ailleurs, je travaille dans la coopération au développement. Mais dans le travail spécifiquement là, de Martine, je l'ai vu avec une détermination incroyable. Chaque fois, aller chez le ministre, bonjour monsieur le ministre, etc. On se met... Mais quand il n'y avait pas, disons, la concrétisation, parce que vraiment s'inscrire dans le cadre d'un système éducatif formel, je pense que Jean-Marie aussi peut en témoigner, c'est pas une mince affaire, parce que ça veut dire revoir les programmes, passer par une commission nationale des curriculums, partout. Et là, c'est pour ça que je dis, je travaille exactement dans ce secteur-là. Passer par la commission nationale de réforme des curricula, etc., c'est pas une mince affaire, c'est une commission scientifique. Qu'est-ce que vous avez écrit? Vous êtes un cerveau, vous êtes accrédité, etc. Vous avez donc c'est tout un... Et en fait, j'ai vraiment... Ce qui m'a impressionné, c'est de voir la détermination de Martine, où cette porte-là ne s'ouvre pas du tout important, pas grave. C'est celle-là qui va s'ouvrir, c'est celle-ci, c'est à côté, celle-là. Donc toujours aller... Et pour revenir aussi à ce que Raphaël disait, de ne pas se poser des questions en fait inutiles. Ça va marcher quand? Ça va marcher avec qui? Ça va marcher pour combien? Non, c'est agir selon sa conscience et laisser des portes, mais en même temps avoir la détermination de toujours revenir, toujours être là, garder le dialogue. Moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que j'ai pu le réutiliser à une humble échelle
aussi dans notre travail. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça, de regarder les portes se fermer sans révolte, sans découragement. Et harceler. Harceler, tranquillement, mais sûrement. Je veux dire que vous êtes parfaitement, pour utiliser un terme que vous utilisez tout le temps, parfaitement consciente du rôle que vous pouvez jouer, de la mission que vous avez, de votre place et de votre valeur. Oui, bien sûr, mais je suis surtout consciente des résultats qu'on pourrait avoir. Mais c'est mais ce qui m'anime le plus, en fait. Parce que c'est ce qui nous, enfin pas seulement vous, mais c'est ce qui peut nous mettre en marche. Oui, puis autre chose aussi, c'est que le ministre a beau être ministre, c'est un être humain comme tout le monde. Voilà. Et autre chose aussi, c'est qu'à partir du moment où nous avons des postes élevés, plus nous sommes élevés dans la société, plus nous sommes responsables. Et plus nous devons être... Ça, c'est l'idéal. Mais... C'est pas l'idéal, c'est une réalité que nous devons mettre en pratique. Et si tout le monde fonctionnait comme moi, je peux vous dire qu'il serait vraiment embêté. Parce que en fait, quoi qu'il se passe, il m'aura toujours en face de lui. Donc, c'est pas toujours agréable d'avoir toujours quelqu'un qui répète les mêmes choses. Encore voilà. Alors... Mais il y a peut-être, pour moi, il y a quelque chose de très très important, ce que j'ai appris aussi, que j'applique au quotidien, c'est ce problème de la peur, qui fait que nous ne voyons que des problèmes. Alors là, avec cette formation, Martine a toujours dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc chaque fois que je suis confronté à quelque chose, si je n'ai pas la solution, je dis, c'est pas grave. Je laisse là, et j'ai toujours la solution très peu de temps après. C'est une question d'état d'esprit aussi. Oui. Parce que quand on a des supérieurs hiérarchiques, et on en a tous un moment dans sa vie, on va en général se plaindre en disant « oui, mais ça va pas, mais tu comprends, mais vous comprenez, mais si, il y a ça ». Et moi, juste à mon niveau, quand je disais aux collègues « mais Nina, elle n'est jamais chez le Red Chef sans avoir une solution. Elle est peut-être mauvaise, mais ayez au moins une proposition à faire. Vous n'avez pas de proposition, ça ne sert à rien d'aller voir. Oui, mais quand même, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Non, c'est aussi la tienne. Et je suis encore pas convaincue tout le monde. Oui, mais alors, en fait, quelle est notre responsabilité ? Oui, mais quelle est notre responsabilité ? En fait, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. C'est que notre responsabilité, c'est d'être capable d'exprimer nos besoins. Parce qu'à partir du moment où je n'exprime pas mes besoins, je ne peux pas demander à l'autre de les comprendre ou de les rêver. Bon, si l'autre ne veut pas les entendre, ok, je passe à une autre situation, à une autre solution. Mais en attendant, je vais parler de mes besoins. Mais parler de mes besoins, c'est quoi, hein ? C'est que la plupart du temps, les gens parlent de leur colère, de leurs insatisfactions, de leurs frustrations. Et voilà, et il ne faut pas parler de mes frustrations, il faut que je parle de mes souffrances, c'est pas la même chose. Je veux dire, on peut prouver ça, je veux dire, essayez tous de le faire, vous verrez. La différence, c'est que si je vais parler de mes souffrances à une personne, je veux dire, sur 10 personnes, j'ai 9 chances sur 10 que la personne soit touchée, qu'elle m'écoute. Alors, je suis votre chef, vous venez me voir, vous me dites quoi concrètement, la boîte à outils. Eh ben, supposons que vous soyez désagréable avec moi, que je vous sens méprisant à mon égard, que vous ne me faites jamais de compliments sur mon travail, etc. Je viendrai vous voir en vous disant que je suis touchée par votre attitude, que je me sens quelquefois humiliée par l'attitude que vous avez, que je suis triste en allant travailler le matin, et que j'aimerais que si par exemple vous avez quelque chose à me reprocher, que vous me le disiez, que je suis prête à me remettre en question, mais que par ailleurs, j'aimerais qu'on ait des bonnes relations, que vous soyez gentil avec moi, parce que ça me rend malheureuse d'être considérée de cette manière-là. Souvent, on va lui dire qu'on trouve son attitude inadmissible, que voilà. C'est l'accusation. Oui, c'est l'accusation parce qu'on est en colère. Mais pourquoi on accuse ? On accuse parce qu'on a attendu trop de temps pour parler de nous, trop de temps pour dire que nous souffrons. Hein, donc, alors qu'on accuse à 20 ans, c'est bien, mais il faudrait peut-être qu'en grandissant, on apprenne. Parce qu'à 20 ans, j'accusais aussi, donc... C'est par là. Voilà. Précision, j'ai pas de problème avec mon chef. Hein. Mais c'est vrai que mais ça change tout. Ça change vraiment la vie d'une personne. Et une autre chose aussi que je dis tout le temps,
c'est que nous devons faire confiance à la capacité des autres à changer, la capacité des autres à comprendre des choses. Et quand on a cette... Non pas être naïf et s'imaginer que les gens sont gentils, c'est pas ça, c'est pas du tout ça que je prône. Simplement que la plupart du temps, on est tellement méfiant qu'on a déjà décidé que quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas. Alors oui, ça ne marche pas, c'est vrai, c'est une réalité. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que justement, on se méfie et que comme nous avons tous les pouvoirs, on attire ce qu'on a déjà décidé. Donc ce n'est qu'une question de pouvoir et ce n'est pas une question de réalité. Et on fait de notre pouvoir une réalité. Alors si je me dis, je vais parler à cette personne, il n'y a aucune raison qu'elle ne m'entende pas. Si elle ne m'entend pas, ce n'est pas grave, mais au moins j'aurais dit ce que je ressens. Voilà. Quoi qu'il arrive, on se sent bien. Détermination. Je reviens. Quelques petits doutes? On aurait dit que monsieur est né il y a longtemps. Bon, c'est pas un doute du tout, c'est une question aussi. Vous avez marqué l'ironie, hein, toujours. Disons que je ne vais pas entrer dans la provocation. C'est pas une provocation. Non, parce que je sais que je doute beaucoup de choses. Et non, mais bon, disons, c'est un doute méthodique. Pour remettre en cause pourquoi trouver la solution. Mais je vous aide. Alors, j'aurais une question plus personnelle pour Martine. Savoir d'où vient cette idée, en fait. Comment est-ce qu'elle est née et comment est-ce qu'elle a mûri? Parce que c'est pas courant. Bon, on a eu beaucoup de... Je ne vais pas revenir au passé du christianisme, de l'humanité, mais c'est impressionnant de voir une personne qui se lève comme ça et qui apporte un message aussi profond et aussi parlant. Ça ne s'apprend pas à l'école, je ne suis pas sûr que ce soit dans les églises, ni à l'université. Comment est-ce qu'est née cette idée chez vous? Bon, d'abord, ce n'est pas une idée. Hein, Non, mais il faut quand même que je le dise. Laisse rien passer. Hein. Non, ce n'est pas pour le reprendre. C'est pour qu'ils comprennent bien que justement, ce n'est pas une idée. C'est un état d'être intérieur. Voilà. C'est une sensation, c'est une réalité. Pour moi, c'est impossible de remettre ça en question. C'est vrai qu'on peut parler de foi à ce moment-là, mais pas d'idée, parce que l'idée, c'est un concept. Une foi, c'est une sensation que quelque chose est juste et qu'on va vers cette chose-là, peu importe comment, par quel chemin, peu importe si on y arrive, c'est pas important. Mais pour moi, c'est une évidence, voilà. Et cette évidence, je crois que je l'ai toujours eue. Bien sûr que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, parce que, voilà, vu le passé que j'ai eu, c'était... Mais je me souviens que, même enfant, j'étais toujours persuadée que l'homme était meilleur que ce que j'entendais, parce que je n'ai entendu que ça dans mon enfance. Ma mère disait toujours que les hommes, je n'oserais même pas utiliser le mot qu'elle utilisait pour parler des hommes, et les hommes l'humanité était mauvaise, etc., etc. Je n'ai eu que des mauvais messages. Et au fond de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Donc je suis née avec, finalement, je n'ai aucun mérite. Hein, voilà. Et ensuite, voilà, petit à petit, les choses sont arrivées, indépendamment de ma volonté, puisque j'avais un métier que j'adorais, voilà, que j'aime toujours, que j'ai dû arrêter pour cette mission, au fond. Pardon ? La peinture, voilà. Et c'est quelque chose qui a grandi en moi et enfin, ce qui est intéressant quand même, le plus beau témoignage que je peux donner, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé à enseigner, je n'enseignais que ce que je ressentais sans avoir aucune preuve. Aucune, absolument aucune. Voilà. J'ai commencé à expliquer comment fonctionnait l'être humain, tout ce qu'il avait en lui, etc. 35 ans après, enfin je ne sais plus, il me semble que ça fait longtemps que je dis 35 ans, je ne sais pas si ça fait plus, voilà, bon, disons 35 ans après, j'ai la preuve de tout ça, parce que j'ai quand même, que ce soit ici, je veux dire en Europe, j'ai eu des gens qui sont venus me voir de tous les pays, et tous les gens qui sont venus travailler avec moi, à de rares exceptions, aujourd'hui, lorsque je les rencontre, me disent on pense toujours à vous, on travaille toujours avec ce que vous nous avez appris, ça a changé ma vie, etc. Et toujours en bien, en fait, hein, avec le bonheur qu'ils ont pu mettre en place.
et que ce soit dans d'autres pays, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, je peux prouver que ça marche. Mais encore une fois, ce n'est pas moi qui fais le travail. Ça marche parce que, une fois, une personne va se dire, bon, peut-être que ce qu'elle dit, ça peut marcher, alors je vais essayer. Voilà. Et c'est ce que je dis toujours aux gens qui ont peur et qui se méfient. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste d'essayer et de voir. Et le message est tout différent. Mais si vous voulez en savoir plus, vous lisez le livre. Effectivement, il raconte. J'en citais quelques passages tout à l'heure. Il y a des poèmes aussi que vous avez écrits à l'âge déjà de 10 ans. De 10 ans, oui, sur la bord. Oui. Je sens des questions qui planent. Plus. Vous êtes rassasiés. Alors, continuons. La suite. L'avenir. C'est une question inutile. Non, aucune question n'est inutile. Non, on a évoqué en préambule, on parlait de boîte à outils. Si on remonte aux causes, on trouve des solutions. Je citais la violence qu'on voit partout, les adolescents plus violents qu'avant, enfin, en tout cas c'est ce qu'on dit. Votre solution, ce serait quoi ? Ben, là, vous avez parlé d'avenir. Hein. La solution d'avenir, pour moi, il n'y en a qu'une. Et si on ne met pas ça en pratique, c'est là où je parle d'utopie, en fait. Parce qu'aujourd'hui, je pense que laisser notre société telle qu'elle est, c'est ça l'utopie. Bon, pour moi, il n'y a... Ou attendez, laisser la société telle qu'elle est aujourd'hui, c'est cela l'utopie. C'est pas croire en se développant spirituellement ou autre, ou en faisant un travail sur soi, parce que quelquefois les gens disent oui mais c'est magnifique ton truc mais c'est utopique. Alors, je dis non, ce qui est utopique c'est de rester comme nous sommes, parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre comme ça. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas possible. Vous inversez parce que bien sûr c'est bien de développer la technologie, c'est bien de développer tout ce que nous développons sur notre terre, mais l'être humain doit se regarder tel qu'il est, il a besoin de grandeur, qu'il le veuille ou non. Hein. Alors, comment donner à ces adolescents, aujourd'hui à la bastonnade de Lausanne, comment leur donner de la grandeur ? Oui, mais pour leur donner la grandeur, il faut déjà que nous devenions grands. Hein. C'est déjà un travail. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Une responsabilité. Bien sûr, c'est une responsabilité, c'est clair. Cela ne veut pas dire non plus que nous avons toutes les responsabilités, parce que c'est ce que notre société a tendance à faire en Occident actuellement, c'est que les parents doivent être parfaits. Les jeunes, voilà, et les jeunes doivent avoir toutes les libertés parce qu'on est à l'ère de la liberté, mais il faut savoir que donner la liberté à un jeune, ça veut dire qu'on prend la responsabilité de lui laisser faire n'importe quoi. Voilà. Donc il faut aussi se rendre compte qu'il faut savoir dire non à certaines choses. Ça veut dire que, tout à l'heure d'ailleurs, Jean-Marie parlait d'état d'esprit, c'est ça. Alors changer notre état d'esprit, parce qu'on a parlé de l'Afrique, on a parlé de d'autres pays, moi j'aimerais qu'on parle d'ici, hein. Il faut qu'on balaye un peu devant notre porte aussi. Ça fait quand même 35 ans ici que j'explique ce qui va se passer, que j'ai proposé depuis de très longues années qu'on mette cet enseignement dans les écoles primaires et secondaires. Et jusqu'à présent, on m'a dit non, vous êtes négative, c'est pas du tout comme ça, etc. Bon, pour la première fois, j'ai eu un rendez-vous officiel au mois de février avec une personne du département d'instruction publique. On verra ce que ça donne. Mais encore une fois, j'attends rien. Voilà, s'ils veulent recevoir, tant mieux. S'ils ne veulent pas, je vais là où on m'appelle. Bon, mais tout ça pour dire que la seule solution, c'est l'enseignement, l'éducation à la paix. Parce que l'éducation à la paix, c'est pas seulement dans les pays en guerre, c'est dans nos pays, nous avons tous besoin d'une éducation à la paix. Une éducation à la paix va permettre à chaque personne de se réconcilier avec elle-même si elle a des problèmes. Je ne dis pas que toute la population a des problèmes, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que la seule possibilité, c'est d'introduire dans les cursus scolaires, par exemple, l'enseignement des valeurs fondamentales, une capacité pour les enfants à prendre conscience de leur personnalité, de ce qu'ils ont et de leur programmation émotionnelle pour ne plus souffrir. Et ne plus souffrir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà apprendre à régler le problème avec son camarade de classe. Ça veut dire être capable d'aller parler à son professeur pour lui dire « vous m'avez dit quelque chose qui m'a fait de la peine ». Ça veut dire pouvoir dire à ses parents
Je souffre de vos difficultés, donc est-ce que vous seriez d'accord qu'on se mette autour de la table et puis qu'on parle de nos problèmes? Et ça, nous l'avons fait dans l'école d'éveil philosophique. Comment réagissent les enfants? 10 fois plus vite que les adultes, parce qu'ils sont tous Ils ont moins de filtres, voilà, hein. voilà, c'est ça. Et les enfants, à partir de 6 ans, sont capables de savoir s'ils s'aiment ou s'ils ne s'aiment pas. Donc, si on mettait tout ce travail en place, on parlait tout à l'heure d'autres pays, mais je veux dire, on irait à une vitesse grand V, parce que c'est ça qui manque en fait. C'est que, tu parlais de radio tout à l'heure, moi aussi j'écoute la radio, j'aime beaucoup écouter France Culture, etc. Mais on n'entend parler que de gens qui se grattent la tête en se posant des questions, et les seules réponses qu'on trouve, c'est toujours l'argent, les lois, la technologie, etc. Mais je dis aussi, tant qu'on a besoin de lois, ça veut dire qu'on n'est pas capable de se gérer. Voilà. Parce que les lois sont faites de toute façon pour être contournées. Alors on me dit oui, mais les lois c'est important. C'est important parce qu'on n'a rien d'autre. Alors, essayons d'avoir autre chose. Et cette autre chose, c'est être capable. Mais l'être humain qui règle le vivre ensemble. Mais utile, oui, mais la loi amène à la répression. Après, on est dans une inflation de lois, mais un minimum de cadre. Mais qu'est-ce que ça veut dire un minimum de cadre? Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, je suis en accord avec ce que me dicte ma conscience parce que j'ai des valeurs au fond de moi. Je prends soin de moi, je prends soin de l'autre, je conçois ce qu'est une véritable liberté. Je sais ce que représentent des conventions que je dois garder ou des conventions dont je n'ai plus besoin, dont ma culture n'a plus besoin. Ça veut dire devenir libre tout en respectant les autres. Voilà. Ça, pour moi, c'est une véritable loi. C'est-à-dire que je vais me faire ma loi intérieure. Tant que je n'ai pas cette loi intérieure basée sur mon amour de moi, sur l'amour des autres, sur la générosité, sur la liberté, etc., mais les lois ne peuvent être que répressives. C'est normal, c'est logique, puisque la loi ne m'appartient pas, je n'y crois pas. C'est ce qu'on met en face de moi parce que je n'ai pas envie de faire ce que je devrais faire. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je dis que les lois ne servent à rien. Oui, allons plus loin dans la réflexion. Elles ne servent à rien. Par contre, si... Pour autant que nous soyons tous courageux, déterminés, responsables et conscients. Oui, mais voyez, à partir du moment où vous parlez comme ça veut dire qu'on n'avancera pas. Comme une journaliste. Voilà. Oui, mais ça fait rien. Moi, je vous réponds comme une journaliste. Voilà. Je vous réponds comme une journaliste. C'est qu'effectivement, tant que nous doutons, parce que c'est le doute qui fait que nous n'avançons pas, tant que nous doutons, nous allons dire oui, d'accord, mais... Le mais, j'adore ce mot. Le mais, voilà. Je dis toujours aux gens, je devrais le mettre en lettres lumineuses, voilà, dans ma salle, dans mon bureau, etc. Parce qu'en fait, on aurait toujours avec un mais. Alors, supprimons le mais et essayons. Voilà. Et si on multiplie ce travail par le nombre d'êtres humains sur la Terre, voilà, en une seconde, il n'y a plus de guerre. C'est fini. Je vais vous poser une question totalement inutile. Est-ce que vous avez imaginé une fois combien de personnes directement, c'est plus facile, mais indirectement, vous avez touché, qui sont concernés par votre enseignement? Écoutez, je peux ça juste... vous traverse l'esprit dans un pays? Si, oui. D'ailleurs, mon rêve, ça serait une fois de mettre tous mes élèves ensemble de tous les pays. C'est pas si voilà. Mais en fait, non, j'ai jamais comptabilisé, mais je peux simplement dire que dans mon fichier qui existe depuis très longtemps, puisque j'ai créé ce fichier à partir du moment où que j'ai aidé les autres. J'ai quand même 8000 adresses dedans. 8000 voilà, plus de 8000 adresses. Ah oui. Voilà. Donc, et aujourd'hui, je peux dire que dans mon travail, aussi dans mes consultations, je suis la 3e génération dans la même famille. C'est-à-dire que j'ai aidé 3 générations de personnes. Les grands-parents, les parents et les enfants. C'est suffisant, 35 ans pour 3 générations? Ben oui, bien sûr, oui, voilà. Et là, vous direz, ça fait très beaucoup. Et les enfants, d'ailleurs, je pense à une famille en particulier. La 3e génération est en train de faire des bébés, donc j'en suis à la 4e. Voilà. Donc ça prouve effectivement que ça marche. Et puis en Afrique, on a dû comptabiliser cela et en Haïti aussi. Parce que comme nous cherchons toujours des sous pour pouvoir travailler, en faisant des requêtes de fonds, on est obligé quand même de savoir combien de personnes on a touché. À Kinshasa, en 2 ans, on a touché, je crois qu'on a touché 6000 personnes. Et donc potentiellement... Voilà. Et en Haïti, là, c'est exponentiel, c'est énorme. Oui, à Kinshasa, quand tu considères que ce pays, c'est lui qui travaille avec 35 000 pygmées,
donc au point de vue rayonnement aussi. Donc ça fait encore un Ah oui, oui. considérable. Là on a calculé que les gens qui ont été touchés directement et leur famille. Oui. Donc, ça, je dis directement, c'est plus facile. Après, indirectement, évidemment. Non, mais c'est le vraiment virus, énorme. C'est ouais. énorme. On avait dit 1h30. Alors, si vous avez encore des questions, je vous en prie, c'est le dernier moment. N'ayez pas de regrets après. J'aurais dû avoir. Enfin, on n'y sera pour rien. Moi, j'ai juste une Ah. je vais la poser comme ça, je pense. Enfin, Oui. c'était savoir si l'école d'éveil philosophique est en route ou en route ou pas. Ici. Alors oui, on peut dire qu'elle est en route puisque j'ai formé une première volée donc de nouveaux animateurs qui pourraient fonctionner à l'intérieur de l'école d'éveil philosophique. Maintenant, tout dépend aussi de l'équipe avec laquelle je travaille, parce que n'étant qu'une personne seule, je ne peux pas, je n'ai pas encore la faculté d'être un poulpe avec j'aimerais bien, mais c'est pas possible. Donc j'ai tellement de travail que ça demande vraiment une mise en route, une logistique, etc. Donc le désir est là. Tout le monde veut travailler dans l'école d'éveil. J'ai des gens qui me demandent pour leurs enfants. Mais j'ai décidé d'aller tranquillement. Donc oui, musique d'avenir dans les mois à venir. Mais pour l'instant, rien de. Je peux pas donner de date en fait. Quand vous dites qu'elle rentre d'Haïti, qu'avant elle devait être. Voilà. Je voulais juste terminer en disant qu'au fond, dans mon préambule, je disais penser autrement les rapports avec soi, avec les autres, comment aider les peuples en conflit, enfin, comment penser autrement. J'ai envie de conclure en vous citant Martine Libertino. Essayons. Ça vous convient comme conclusion ? Oui, on pourrait ajouter aussi voulons, décidons. Hein. Allons-y. Voilà. Et n'espérons pas, mais voulons. C'est ça surtout. N'espérons pas, mais voulons. Voilà. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir posé des questions et j'espère que vous repartez riche de quelques réflexions. Sans question inutile. Comment t'applaudir ? Il y a une petite pile de livres. Merci beaucoup. Et si jamais vous notez, c'est aux éditions du Champ, sur le chemin de la paix entre l'Afrique et l'Occident, une vie pour bâtir le bonheur. Bonne soirée à tous. Et bon appétit à ce soir. Hein.